Easy. Just stay there. Jesus. Ce qui, aujourd'hui encore, empêche Christopher Wolftrack de dormir la nuit, ce n'est pas le souvenir du visage de la créature. Ce n'est pas la façon dont son bras a fendu l'air matinal avec la force d'une masse, ni le craquement humide de ses propres os se brisant sous sa peau. Ce ne sont même pas les semaines passées à l'hôpital. Le visage enflé et violacé, des plaques de métal maintenant sa pommette fracassée pendant que les médecins posaient des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Ce qui le hante le plus, ce qui le fait sursauter au son de son propre nom, c'est qu'il l'entend encore parfois. La voix de Paul, l'appelant depuis un endroit caché dans les arbres, lui demandant de s'approcher. Et chaque fois, sans exception, une petite partie de lui veut y aller. Christopher a raconté cette histoire exactement 3 fois au cours des 11 années qui se sont écoulées depuis les faits. Une fois, à l'adjoint du shérif qui l'a trouvé aux urgences, le visage en bouillie, un amas de sang et d'œdème, incapable d'expliquer comment il s'était retrouvé inconscient sur une crête de la Cherokee National Forest, avec des blessures qui laissaient penser qu'il avait été percuté par une voiture. Une fois, à une journaliste d'un magazine de plein air de Knoxville, qui avait entendu des rumeurs sur l'incident et l'avait retrouvé chez lui à Maryville. Une jeune femme au regard bienveillant qui a écouté sans juger et a rédigé l'article avec plus de retenue qu'il ne s'y attendait. Et une fois, à sa femme, après 3 ans de mariage, lorsqu'elle l'a trouvé debout devant la fenêtre de la cuisine à 2 heures du matin, fixant la lisière des bois derrière leur propriété, des larmes coulant en silence sur son visage. Elle lui avait demandé ce qui n'allait pas, et il lui avait enfin tout raconté, et elle l'avait cru, et ça avait été le plus beau cadeau que quiconque lui ait jamais fait. Mais croire n'est pas la même chose que comprendre. Personne ne peut comprendre ce que c'était que d'entendre la voix de son meilleur ami venir de la mauvaise direction, l'appeler par son nom avec une clarté parfaite, l'entraînant toujours plus profondément dans la nature sauvage vers quelque chose qui n'était pas du tout son ami. Personne ne peut comprendre le moment où cette voix s'est tue et où le silence est devenu un poids physique, pesant sur lui comme une main, et où il a réalisé, avec une certitude qui a glacé son sang, qu'il n'était pas seul. Personne ne peut comprendre ce qu'il a vu en se retournant. La silhouette qui se tenait parmi les arbres, l'observant avec des yeux qui ne contenaient aucune humanité, aucune pitié, rien qu'il puisse reconnaître comme une pensée ou un sentiment. Seulement la faim, seulement la haine, seulement la malice ancienne et patiente de quelque chose qui chassait dans ces montagnes, bien avant que ses ancêtres n'aient jamais posé le pied sur ce continent. Ce qui suit n'est pas une histoire de preuves. Il n'y a pas de preuves. Il n'y en a jamais. La créature qui a failli tuer Christopher Wolftrack n'a laissé aucune empreinte de pas que l'on ait pu trouver, aucun échantillon de poils, aucune photographie, rien d'autre que les blessures sur son visage et le témoignage d'un homme qui sait parfaitement à quel point il a l'air fou. C'est une histoire sur ce qui arrive quand la nature sauvage vous rappelle que vous n'êtes pas au sommet de la chaîne alimentaire. C'est une histoire sur la chose qui attend dans les vallons du sud des Appalaches, la chose qui connaît votre nom, la chose qui peut imiter à la perfection la voix de quelqu'un que vous aimez. C'est l'histoire du matin où Christopher Wolftrack a suivi la voix de son ami dans les arbres et a découvert que certaines voix n'appartiennent pas du tout à des amis. C'était en avril, et la saison de la chasse aux dindons sauvages venait de s'ouvrir dans le Tennessee. Christopher Wolftrack et Paul Denman chassaient ensemble depuis l'âge de 16 ans, à l'époque où le père de Christopher les conduisait sur la propriété familiale du comté de Blount et les laissait dans un affût au sol avec 2 fusils de chasse et la consigne stricte de ne pas se tirer dessus. C'était il y a 23 ans maintenant. Le père de Christopher était mort depuis 8 de ces années, emporté par une crise cardiaque dans son sommeil à l'âge de 64 ans.
et la propriété familiale avait été vendue pour rembourser des dettes dont personne n'avait soupçonné l'existence avant les funérailles. Mais Christopher et Paul avaient continué à chasser ensemble, à faire leur pèlerinage annuel dans les montagnes chaque printemps et chaque automne, à maintenir la tradition vivante alors même que tout le reste dans leur vie changeait, évoluait et disparaissait. Ils avaient tous les deux 39 ans cet avril-là. Christopher travaillait comme technicien en climatisation pour une entreprise de Maryville, passant ses journées à ramper dans les greniers et les sous-sols, à installer des gaines et à remplacer des compresseurs, rentrant chez lui couvert de fibres d'isolant et de sueur. Il était marié à une femme nommée Dana, hygiéniste dentaire, qui lui avait donné 2 filles, de 7 et 4 ans, qui pensaient que leur père était l'homme le plus fort et le plus courageux du monde. Il n'était ni particulièrement fort ni courageux. C'était juste un homme qui allait au travail et rentrait chez lui, essayait d'être un bon mari et un bon père, et n'y parvenait pas toujours. Mais il aimait sa famille, il aimait les montagnes, et il aimait cette semaine, chaque printemps, où Paul et lui disparaissaient dans la nature sauvage, et se souvenaient de ce que c'était que d'être jeune, libre, et de ne rendre de compte à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Paul était un homme différent. Il ne s'était jamais marié, n'en avait jamais eu envie, et avait passé sa vingtaine et sa trentaine à passer d'un travail à l'autre et d'une femme à l'autre, avec l'agitation facile de quelqu'un qui n'avait jamais rien trouvé qui vaille la peine de rester. Il travaillait dans le bâtiment quand il avait besoin d'argent et voyageait quand il n'en avait pas besoin. Il était allé en Alaska, au Mexique et au Costa Rica et avait des histoires de bagarres de bar, de quasi-noyades et d'un incident mémorable impliquant une moto volée en Baja California que Christopher avait entendu au moins une 12aine de fois, mais ne se lassait jamais d'écouter. Paul mesurait 1,83 m, était bâti comme un joueur de ligne défensive avec une épaisse barbe brune, des mains comme des battoirs et un rire que l'on pouvait entendre à 100 mètres à la ronde. C'était le genre d'homme qui entrait dans une pièce et en devenait immédiatement le centre. Le genre d'homme qui se faisait des amis partout où il allait et ne semblait jamais s'inquiéter de rien. Christopher l'aimait comme un frère. Il l'aimait comme un frère depuis leur adolescence, depuis les longs après-midi dans l'affût de chasse aux cerfs, où Paul racontait des blagues salaces et où Christopher faisait semblant d'être scandalisé, depuis les nuits autour du feu de camp où il buvait de la bière bon marché, parler des filles et rêver des hommes qu'ils deviendraient. Ils avaient grandi ensemble, s'étaient éloignés, puis s'étaient retrouvés, leur amitié étant l'une des seules constantes dans des vies qui les avaient menés dans des directions très différentes. Le plan pour ce mois d'avril était le même que d'habitude. Ils se rendraient en voiture à la Cherokee National Forest, trouveraient un endroit près d'une des zones de camping isolées, installeraient un camp de base et passeraient 4 jours à chasser le dindon sauvage dans les montagnes. Christopher avait obtenu un permis pour la zone 4, qui couvrait une vaste étendue de nature sauvage dans le coin nord-est de la forêt. Et Paul avait fait de même. Ils chasseraient séparément le matin pour couvrir plus de terrain et se retrouveraient au camp l'après-midi pour comparer leurs notes, boire de la bière et mentir sur le point auquel ils étaient passés d'abattre un oiseau. Le but n'était pas vraiment les dindons. Ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait de l'évasion, de la simplicité, du sentiment d'être petit et insignifiant dans un paysage qui se fichait que vous viviez ou mouriez. Ils quittèrent Maryville un jeudi matin. Le camion de Christopher chargé de matériel de camping, de glacières, de fusils de chasse et de nourriture pour une semaine. Dana l'avait embrassé sur le pas de la porte, lui avait dit d'être prudent, lui avait dit qu'elle l'aimait. Les filles dormaient encore, et ils s'étaient glissés dans leur chambre pour embrasser leur front, respirant l'odeur pure de leurs cheveux, ressentant ce pincement au cœur familier de les quitter, même pour quelques jours. Puis, il était monté dans le camion et avait traversé la ville pour aller chercher Paul,
qui attendait sur le trottoir devant son appartement, un sac de sport sur l'épaule et un large sourire aux lèvres. « Prêt à buter du dindon ?» demanda Paul en jetant son sac à l'arrière du camion. « Prêt à te regarder les rater, ouais !» répondit Christopher. « Comme chaque année. » Paul éclata de ce grand rire tonitruant qui faisait toujours sourire Christopher et monta sur le siège passager. Ils prirent l'autoroute en direction de l'est, vers les montagnes, vers la nature sauvage, vers quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le trajet dura un peu plus de 2 heures. Ils serpentèrent à travers les contreforts sur d'étroites routes à 2 voies, dépassant de petites villes aux noms comme Cosby, Hartford et Del Rio, passant devant des églises en planches de bois blanc, des mobile homes et des champs où le bétail paissait dans la brume matinale. Les montagnes se dressaient devant eux, bleues et brumeuses au loin, leurs crêtes adoucies par la nouvelle végétation du printemps. Des cornouillers fleurissaient le long des routes, blancs et roses se détachant sur le vert plus sombre des pins, et l'air qui entrait par les fenêtres ouvertes du camion sentait la terre humide et le chèvrefeuille. Christopher sentit la tension se dissiper de ses épaules à chaque kilomètre. C'était ce dont il avait besoin. Quelques jours loin du travail, des factures, de l'anxiété constante et de bas niveau d'être un mari et un père dans un monde qui semblait déterminé à rendre ces choses aussi difficiles que possible. Ici, il n'y avait rien à craindre, sauf la météo, les dindons et le risque que Paul boive toute la bière avant samedi. Ici, ils pouvaient respirer. Ils atteignirent la lisière de la forêt vers 10 heures du matin et quittèrent la route goudronnée pour une route de gravier du service des forêts qui s'enfonçait plus profondément dans les montagnes. Les arbres se refermèrent autour d'eux, des chênes, des carriers et des tulipiers de Virginie. Leurs branches pas encore entièrement couvertes de feuilles, laissant passer une lumière tachetée sur la route. Ils croisèrent quelques autres véhicules, probablement d'autres chasseurs, des camions et des SUV, avec des plaques d'immatriculation d'autres États. La saison du dindon attirait des gens de tout le sud. L'aire de camping qu'ils cherchaient se trouvait à environ 13 km de là, une petite clairière au bord d'un ruisseau appelé Laurel Branch que le père de Christopher lui avait montré 30 ans plus tôt. Ce n'était pas un camping officiel, juste un endroit plat où des générations de chasseurs avaient planté des tentes et construit des cercles de feu. Mais c'était isolé, calme, avec de l'eau potable et proche de certains des meilleurs habitats pour le dindon de la forêt. Christopher venait ici chaque printemps d'aussi loin qu'ils s'en souviennent. Ils trouvèrent de l'endroit sans difficulté, garèrent le camion sur le bas-côté et passèrent l'heure suivante à installer le camp. Ils montèrent une tente pour 4 personnes dans la clairière, tendirent une bâche entre 2 arbres pour créer un espace cuisine abrité, creusèrent un foyer et l'entourèrent de pierres du ruisseau. Paul ramassa du bois de chauffage pendant que Christopher organisait le matériel, suspendant leur nourriture dans un sac anti-ours à une branche haute, déroulant leurs sacs de couchage et leurs matelas, vérifiant leurs fusils et leurs munitions. À midi, ils étaient installés, assis sur des chaises de camping avec des bières fraîches à la main, écoutant le gargouillis du ruisseau et le chant des oiseaux dans les arbres au-dessus d'eux. « C'est ça la vie », dit Paul, étirant ses longues jambes devant lui. « Juste ça. Oublie tout le reste. C'est de ça qu'il s'agit. » Christopher hocha la tête, buvant une longue gorgée de sa bière. Il sentait le soleil sur son visage, chaud, mais pas brûlant. La température parfaite pour un mois d'avril dans les montagnes. Quelque part au loin, un pivert martelait un arbre mort, le son résonnant dans le vallon comme un tambour. Il ferma les yeux et se laissa aller à la détente. Une vraie détente, pour la première fois depuis des mois. Ils passèrent le reste de cette première journée à faire du repérage. Ils parcoururent les crêtes et les vallons autour de leur camp, cherchant des traces, écoutant les glou-glous, se familiarisant avec le terrain. Christopher avait déjà chassé dans cette région, mais la forêt changeait chaque année. Des arbres tombaient et de nouveaux poussaient,
Des sentiers s'effaçaient et se reformaient, le paysage se transformant constamment de manière à la fois subtile et spectaculaire. Il fallait tout réapprendre à chaque fois. Ils trouvèrent de nombreuses strass, des grattages dans la litière de feuilles où les dindons avaient cherché des glands et des insectes, des plumes accrochées dans les sous-bois, le bronze iridescent d'un poitrail de mâle, le brun plus terne d'une femelle, des fientes, certaines fraîches, d'autres anciennes, éparpillées le long des pistes de gibier qui serpentaient à travers la forêt. Et juste avant le coucher du soleil, alors qu'ils retournaient au camp en longeant une crête qui surplombait une vallée étroite, ils l'entendirent, le glou-glou inimitable d'un dindon sauvage, fort et clair, venant de quelque part en contrebas, dans le crépuscule naissant. Paul sourit et frappa l'épaule de Christopher. « On est sur la bonne voie, mon frère. » Ce soir-là, ils dînèrent autour du feu de camp, un ragoût de bœuf lyophilisé reconstitué avec l'eau du ruisseau, et discutèrent de leur plan pour le lendemain matin. Ils se sépareraient, Paul se dirigeant vers le nord le long de la crête, tandis que Christopher descendrait vers le sud en direction de la vallée, où ils avaient entendu le glou-glou. Ils chasseraient jusqu'à midi, puis se retrouveraient au camp, échangeraient leurs histoires, déjeuneraient et décideraient de ce qu'ils feraient l'après-midi. C'était le même plan qu'ils suivaient depuis des années, et il ne leur avait jamais fait défaut. La nuit était claire et froide, la température tombant aux alentours de 5 degrés après le coucher du soleil. Ils restèrent assis près du feu jusqu'à ce que les braises s'éteignent, se passant une flasque de bourbon, parlant de tout et de rien, de vieux souvenirs, de vieilles blagues, le silence confortable de deux hommes qui se connaissaient depuis assez longtemps pour ne pas avoir besoin de remplir chaque instant de mots. Quelque part dans l'obscurité, une chouette ulula, un son long et mélancolique qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Christopher sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas à cause du froid, mais à cause d'autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Un sentiment d'être observé, la sensation que l'obscurité autour d'eux n'était pas vide. Il chassa cette idée. La chasse le rendait toujours nerveux, surtout la nuit. Ce n'était que la chouette, que le vent, que son imagination qui lui jouait des tours. Il finit son bourbon et se leva, étirant ses muscles endoloris. « Je vais me coucher, » dit-il. « Grosse journée demain. » Paul hocha la tête, son visage orangé dans la lueur du feu mourant. « J'arrive juste après. Je veux juste finir ça. » Il leva la flasque, maintenant presque vide. Christopher se glissa dans la tente et dans son sac de couchage, écoutant les bruits de la forêt qui s'installait pour la nuit. Le ruisseau, le vent, l'appel lointain de la chouette. Il pouvait entendre Paul s'affairer dehors, couvrir le feu, fermer la fermeture éclair du sac anti-ours. Des bruits normaux, des bruits rassurants. Il ferma les yeux et se laissa emporter par le sommeil. Il ne rêva pas. Il ne rêvait jamais quand il était dans les montagnes. Son corps savait qu'il devait se reposer, conserver son énergie pour la chasse, et il éteignait complètement son esprit, lui offrant le sommeil profond et noir de l'épuisement. Quand il se réveilla, il faisait encore nuit. Sa montre indiquait 4h47, et Paul s'agitait déjà dans le sac de couchage à côté de lui. « Debout, là-dedans », murmura Paul. « Les oiseaux nous attendent. » Ils s'habillèrent dans le noir, enfilant leurs pantalons et vestes de camouflage, leurs bottes, leurs gants et leurs masques. Ils prirent un petit déjeuner rapide de barres de céréales et de café instantané, vérifièrent leur équipement une dernière fois et sortirent dans l'obscurité de l'aube. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est, une faible lueur grise au-dessus de la crête, et la forêt était vivante des bruits des oiseaux qui se réveillaient, des passereaux pour la plupart, les pépiments et les trilles, des fauvettes et des moineaux. Mais quelque part au loin, Christopher put entendre
les premiers glou-glous timides des dindons qu'ils étaient venus chasser. « Bonne chance, » dit Paul à voix basse. « On se voit à midi. »« Toi aussi, te tire pas dessus. » Paul sourit, ses dents blanches dans l'obscurité, et se tourna vers le nord, le long de la crête. Christopher le regarda partir, son large dos disparaissant dans les arbres, puis se tourna vers le sud, vers la vallée, vers l'oiseau qu'il avait entendu la veille. Les 2 premiers jours de chasse se déroulèrent sans incident. Christopher vit des dindons, entendit des dindons, s'approcha de dindons, mais jamais assez près pour tirer. C'était comme ça parfois. La chasse aux dindons n'était pas comme la chasse aux cerfs, où l'on pouvait s'asseoir dans un mirador et attendre que sa proie vienne à soi. Les dindons étaient intelligents, méfiants, imprévisibles. Ils avaient une vue perçante capable de repérer le clignement d'œil d'un chasseur à 50 mètres et des réflexes qui pouvaient les mettre hors de portée de fusil le temps de lever son arme. En tuer un relevait autant de la chance que de l'habileté, et la chance de Christopher, semblait-il, n'était pas de son côté. Paul ne fit pas mieux. Il rentrait au camp chaque jour avec des histoires de quasi-réussite et d'occasions manquées, d'oiseaux qui s'étaient effarouchés à la dernière seconde, de tirs qui n'avaient pas atteint leur cible. Mais aucun d'eux n'était découragé. Il leur restait 2 jours et les dindons étaient bien là et bien actifs. Ce n'était qu'une question de temps. Le 3e jour, tout changea. Christopher se réveilla avant l'aube, comme d'habitude, mais cette fois, quelque chose semblait différent. L'air avait une qualité étrange, épaisse et lourde, comme l'atmosphère avant un orage. Les oiseaux étaient plus silencieux que les matins précédents, leur chant étouffé et hésitant. Même le ruisseau semblait assagi, son joyeux gargouillis habituel réduit à un murmure maussade. Christopher resta un long moment dans son sac de couchage, fixant le plafond en nylon de la tente, essayant d'identifier la source de son malaise. Il n'y parvint pas. C'était juste un sentiment, une sensation dans ses tripes, un murmure au fond de son esprit lui disant que quelque chose n'allait pas. Il chassa cette idée et s'habilla. Paul était déjà debout, assis près du foyer, avec une tasse de café fixant les flammes. Il leva les yeux quand Christopher sortit de la tente, et Christopher fut frappé par l'air fatigué de son ami. Il y avait des cernes sombres sous les yeux de Paul, et son sourire facile habituel était absent. « Ça va ?» demanda Christopher. Paul haussa les épaules. « Pas très bien dormi. Mauvais rêve. Quel genre de rêve ?» Paul hésita, et pendant un instant, Christopher pensa qu'il allait dire quelque chose d'important, quelque chose qui comptait. Mais il secoua la tête et se força à sourire. Rien qui vaille la peine d'en parler. Juste les trucs bizarres habituels. Tu sais comment c'est, ici. Christopher le savait. La nature sauvage avait une façon de s'insinuer dans votre tête, surtout la nuit. L'obscurité, l'isolement, la conscience constante et de bas niveau d'être entouré de choses qui pouvaient vous faire du mal. C'était une partie de ce qui rendait la chasse si exaltante, mais cela pouvait aussi être épuisant, vous usant d'une manière que vous ne remarquiez pas avant d'être de retour à la civilisation et de réaliser à quel point vous aviez été tendu. Ils prirent leur petit déjeuner en silence, l'étrange humeur planant sur eux comme un brouillard. Quand vint le moment de se séparer, Paul hésita. « On devrait peut-être rester ensemble aujourd'hui, » dit-il. « Couvrir le même terrain. On aura peut-être plus de chance comme ça. » Christopher y réfléchit. Ils n'avaient jamais vraiment chassé ensemble. Tout l'intérêt de se séparer était de couvrir plus de territoire, d'augmenter leurs chances de trouver des oiseaux. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Paul, une note d'incertitude que Christopher n'avait jamais entendue auparavant, et cela lui donnait envie d'accepter. Puis la partie pragmatique de son cerveau prit le dessus. Il ne leur restait que 2 jours. S'ils voulaient abattre un oiseau, ils devaient maximiser leurs efforts, pas les diviser par 2. Et d'ailleurs,
De quoi y avait-il à avoir peur? C'était la Cherokee National Forest, pas la toundra de l'Alaska. Le plus grand prédateur ici était l'ours noir occasionnel, et les ours évitaient les humains autant que possible. Il n'y avait rien à craindre. Non, restons sur le plan, dit Christopher. On couvrira plus de terrain comme ça. On se retrouve ici à midi, comme d'habitude. Paul semblait vouloir protester, mais il ne le fit pas. Il se contenta de hocher la tête, prit son fusil et se dirigea vers le nord, le long de la crête. Christopher le regarda partir, ressentant une étrange réticence à le perdre de vue, puis se tourna vers le sud, en direction de la vallée. La matinée était couverte, le ciel d'un gris uniforme qui semblait peser sur les montagnes comme une chape de plomb. L'air était humide et calme, sans même un souffle de vent pour agiter les feuilles. Christopher se déplaçait lentement dans la forêt, prudemment, posant chaque pas avec précision, s'arrêtant toutes les quelques dizaines de mètres pour écouter. Il entendit des oiseaux, des écureuils, le bruissement occasionnel de quelque chose de plus gros se déplaçant dans les sous-bois. Mais pas de dindons. La forêt semblait vide, abandonnée, comme si toute créature vivante avait décidé de rester cachée aujourd'hui. Il chassa pendant 3 heures, sans voir la moindre plume. À 9 heures, il était frustré et en sueur, son malaise initial se transformant en irritation. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ces oiseaux? Ils étaient partout les 2 jours précédents, glougloutant, se pavanant et se faisant généralement remarquer. Maintenant, c'était comme s'ils s'étaient volatilisés. Ils progressaient le long d'une étroite piste de gibier qui suivait le contour d'une colline escarpée quand il l'entendit. La voix de Paul, qui l'appelait par son nom. Chris. Hé, Chris. La voix venait de quelque part au-dessus de lui, de la crête au nord. Christopher s'arrêta et écouta, fronçant les sourcils. Paul aurait dû être à des kilomètres à cette heure-ci, explorant l'autre versant de la montagne. Que faisait-il si loin par ici? Chris, monte, faut que tu vois ça. Il y avait de l'excitation dans la voix, le genre de joie à peine contenue qui signifiait que Paul avait trouvé quelque chose de bien. Peut-être toute une volée de dindons, perchés sur un arbre où il serait une proie facile. Peut-être un bois de cerf perdu, ou les restes d'un animal mort pendant l'hiver. Paul trouvait toujours des choses dans les bois, des choses étranges et intéressantes que Christopher n'aurait jamais remarquées de lui-même. « J'arrive », cria Christopher en retour, et il commença à gravir la colline. La montée était raide et glissante, le sol couvert de feuilles mortes et de racines exposées qui menaçaient de le faire dévaler à chaque pas. Il utilisait sa main libre pour s'agripper aux jeunes arbres et aux affleurements rocheux, se hissant vers le haut, le souffle court. Il n'était pas en mauvaise forme, mais pas en grande forme non plus, et l'altitude commençait à se faire sentir. « Chris, dépêche-toi !» La voix était plus proche maintenant, juste de l'autre côté de la crête. Christopher força l'allure, ses cuisses en feu, son cœur battant la chamade. Bon sang, qu'est-ce que Paul avait bien pu trouver de si important? Ça avait intérêt à valoir cette ascension. Il atteignit le sommet de la crête et s'arrêta, s'appuyant sur son fusil pour reprendre son souffle. La crête était étroite ici, peut-être 6 mètres de large, avec le terrain tombant à pic des 2 côtés. Les arbres étaient denses, principalement des chênes et des carriers, leurs troncs gris et épais par l'âge. Le ciel était toujours couvert, la lumière plate et sans ombre, donnant à tout un aspect délavé, onirique. « Paul » appela Christopher. « T'es où ?» Silence. Christopher fronça les sourcils et regarda autour de lui. La crête s'étendait dans les 2 directions, disparaissant de la vue derrière l'épaule de la montagne. Aucune trace de Paul, aucune trace de personne. Juste des arbres, des rochers et le ciel gris infini. « Paul, arrête tes conneries !» Rien. Pas même l'écho de sa propre voix, le son avalé par l'air lourd.
Christopher sentit les premières véritables pointes de peur. Une contraction froide dans son ventre qui n'avait rien à voir avec l'effort. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il avait entendu la voix de Paul, claire comme le jour, l'appeler par son nom, l'appeler en haut de cette colline. Mais Paul n'était pas là. Paul n'était nulle part. Il sortit son téléphone et vérifia le réseau. Rien, comme prévu. Ils étaient trop profondément dans les montagnes pour avoir du signal. Il vérifia l'heure à la place. 9h23. Il chassait depuis plus de 3 heures, avait grimpé pendant au moins 20 minutes. Paul aurait dû être à des kilomètres, sur les crêtes au nord. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu descendre ici si vite, pas sans que Christopher ne le voie. À moins qu'il n'ait jamais été là. Christopher se tint très immobile, à l'écoute. La forêt était silencieuse, plus silencieuse qu'elle n'aurait dû l'être. Pas d'oiseaux qui chantent, pas d'écureuils qui jacassent, pas d'insectes qui bourdonnent. Juste le silence, épais et lourd, qui l'oppressait de toutes parts. Et sous le silence, autre chose. Une présence, un poids, la sensation indubitable d'être observé. Il se tourna lentement, son fusil montant, ses yeux balayant les arbres. Rien ne bougeait. Rien n'était là. Juste les chênes et les carriers, la lumière grise et plate, et le silence qui semblait s'approfondir à chaque seconde. « Qui est là ?» appela-t-il. Et sa voix sortit faible et fluette, la voix d'un enfant effrayé. Pas de réponse. Christopher recula du sommet de la crête, se dirigeant vers le sentier qui l'avait mené ici. Son cœur battait à tout rompre maintenant, son souffle sortant en halètement court et vif. Il ne savait pas ce qui se passait, ne comprenait pas comment il avait pu entendre la voix de Paul, alors que Paul n'était pas là, mais chaque instinct en lui hurlait de courir, de s'enfuir, de mettre autant de distance que possible entre lui et cet endroit. Il était à 3 mètres du sentier quand l'odeur le frappa. C'était différent de tout ce qu'il avait jamais senti. Une puanteur épaisse et suffocante qui semblait tapisser l'intérieur de son nez et de sa gorge. Une combinaison de viande en décomposition, d'animal non lavé et d'autre chose, quelque chose de pire, que son cerveau ne pouvait identifier mais que son corps reconnaissait à un niveau profond et primal. C'était l'odeur d'un prédateur, l'odeur de quelque chose qui tuait et mangeait et qui se fichait de ce qu'il tuait ou mangeait tant que c'était de la chair. Christopher eut un haut le cœur, les yeux larmoyants, et plaqua une main sur son nez et sa bouche. L'odeur venait de quelque part derrière lui, de la direction de la crête, devenant plus forte à chaque seconde. Il ne se retourna pas. Il ne voulait pas voir ce qui produisait cette odeur. Il a juste couru. Il fit peut-être 5 pas avant de l'entendre. Un son qui le stoppa net, qui transforma ses muscles en eau et ses os en glace. La voix de Paul à nouveau, mais différente cette fois, plus proche, juste derrière lui. Chris, juste son nom, prononcé avec la voix de Paul, mais avec quelque chose de faux dans le ton, de décalé dans la cadence. C'était trop plat, trop mécanique, comme un enregistrement joué à la mauvaise vitesse, comme quelque chose qui avait entendu une voix humaine et essayait de l'imiter sans comprendre ce que cela signifiait. Christopher se retourna. Plus tard, à l'hôpital, au bureau du shérif, dans les questions prudentes de la journaliste du magazine de Knoxville, il peinerait à décrire ce qu'il avait vu. Les mots semblaient toujours inadéquats, trop petits pour contenir la réalité de ce moment. Comment décrire le visage d'un cauchemar? Comment expliquer à quelqu'un qui n'était pas là ce que c'était que de voir quelque chose qui ne devrait pas exister? Quelque chose qui violait toutes les lois de la nature et de la raison, se tenant à 3 mètres de vous en plein jour. C'était grand. C'était la première chose qu'il remarqua.
grand d'une manière qui n'avait aucun sens, au moins 2,40 m, peut-être plus, sa tête frôlant presque les branches basses des chênes qui entouraient la crête. C'était couvert de poils, des poils bruns foncés emmêlés et agglutinés, qui pendaient en cordes épaisses de sa charpente massive. Ses épaules étaient d'une largeur invraisemblable, plus large que celle de n'importe quel humain, plus large que celle de n'importe quel gorille. Un mur solide de muscles et de tendons qui semblaient occulter la lumière. Ses bras descendaient au-delà de ses genoux, plus longs qu'ils n'auraient dû l'être, se terminant par des mains qui ressemblaient plus à des pattes, avec des doigts aussi épais que des saucisses et des ongles qui se courbaient en griffes noires et acérées. Mais c'est le visage que Christopher ne pouvait quitter des yeux, le visage qui le hanterait pour le reste de sa vie. C'était presque humain, presque simiesque, mais ni l'un ni l'autre. Les traits étaient trop plats, trop larges, le nez n'étant qu'une paire de fentes au-dessus d'une bouche bien trop large, remplie de dents bien trop pointues. La peau sous les poils était grise et coriace, comme le cuir d'un éléphant, tendue sur des os qui saillaient à des angles anormaux. Et les yeux, mon Dieu, les yeux. Ils étaient petits, sombres et totalement vides, dépourvus de tout ce que Christopher pouvait reconnaître comme de l'intelligence ou de l'émotion. C'étaient les yeux d'un requin, les yeux d'un crocodile, les yeux de quelque chose qui tuait bien avant que les humains ne sortent de la boue primordiale et qui continuerait à tuer bien après leur disparition. La chose se tenait là, l'observant, sans bouger, sans faire de bruit. Juste l'observant, avec ses terribles yeux vides, et Christopher comprit avec une clarté qui trancha sa terreur comme un couteau qu'elle l'observait depuis longtemps. Elle l'avait regardé gravir la crête, l'avait regardé appeler le nom de Paul, l'avait regardé réaliser que quelque chose n'allait pas. Elle s'était jouée de lui, l'avait attiré, utilisant la voix de Paul comme un pêcheur utilise un leurre, le rapprochant de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échappatoire. La chose ouvrit la bouche, et la voix de Paul en sortit. « Chris, viens ici. » Christopher hurla. Il ne l'avait pas voulu, pas prévu. Le son s'arracha simplement de sa gorge, brut, primal, et plein d'une terreur qui dépassait tout ce qu'il avait jamais ressenti. Et puis, il courait, s'écrasant à travers les sous-bois, son fusil oublié dans ses mains, toute pensée chassée de son esprit, sauf le besoin de s'enfuir, de fuir, de survivre. Il l'entendit derrière lui. Pas à sa poursuite, pas encore. Juste en mouvement. Des pas lourds qui faisaient trembler le sol, qui cassaient des branches aussi épaisses que son bras, comme si c'étaient des brindilles. Elle ne courait pas. Elle n'avait pas besoin de courir. Elle savait, aussi sûrement que Christopher le savait, qu'il n'y avait nulle part où aller. Aucune échappatoire à ce qui allait arriver. Christopher courut quand même. Il courut jusqu'à ce que ses poumons le brûlent, que ses jambes hurlent et que sa vision se rétrécisse en un tunnel gris avec le sentier au centre. Il courut jusqu'à ce qu'il ne puisse plus courir, jusqu'à ce que son pied se prenne dans une racine et l'envoie valdinguer, son fusil s'envolant de ses mains, son visage heurtant les feuilles humides avec un impact qui lui coupa le souffle. Il resta là un long moment, abasourdi, le monde tournant autour de lui. Il pouvait goûter le sang dans sa bouche, le sentir couler de son nez, chaud et cuivré. Ses oreilles bourdonnaient, un sifflement aigu qui noyait tous les autres sons. Il essaya de se relever, de trouver son fusil, de se souvenir de la direction du camp, de la direction de la sécurité. Puis, l'ombre tomba sur lui. Elle se tenait juste là, juste au-dessus de lui, occultant le ciel gris. Christopher roula sur le dos et leva les yeux vers elle. Et pendant un instant infini, le temps sembla s'arrêter. Il vit chaque détail avec une clarté parfaite. Les poils emmêlés, la peau grise, les dents comme des couteaux jaunes. Les yeux, ces terribles yeux vides,
le regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la curiosité ou de la faim, ou rien du tout. Elle leva son bras. Christopher vit la main arriver, vit les griffes, vit les muscles se contracter sous les poils. Il essaya de bouger, de rouler sur le côté, de faire quelque chose, n'importe quoi. Mais son corps n'obéissait pas. Il était figé, paralysé, maintenu en place par une peur si profonde qu'elle avait arrêté tous les systèmes de son corps sauf celui qui observait, enregistrait, gravant ce moment dans sa mémoire pour toujours. La main s'abattit. La dernière chose dont Christopher se souvint fut le son. Un impact humide et craquant qui sembla venir de très loin, suivi d'un flash de lumière blanche qui effaça tout le reste. Puis, l'obscurité. Puis, rien. Paul le trouva 3 heures plus tard. Il était revenu au camp à midi, comme prévu, et l'avait trouvé vide. Il avait attendu 1 heure, puis 2, s'inquiétant de plus en plus à mesure que l'après-midi avançait et que Christopher n'apparaissait pas. À 3 heures, il avait commencé à chercher, suivant la piste que Christopher avait prise ce matin-là, criant son nom dans la forêt silencieuse. Il trouva Christopher sur la crête, allongé face contre terre dans un tas de feuilles mortes, le visage embouilli, un amas de sang et d'œdème. Pendant un terrible instant, Paul crut qu'il était mort. Puis Christopher gémit, un son faible qui était à peine plus qu'un murmure, et Paul ressentit un soulagement si intense qu'il en eut le vertige. Il porta Christopher sur son dos pour descendre la montagne, un voyage qui dura plus d'1 heure et faillit les tuer tous les deux. Christopher fut inconscient pendant la majeure partie du trajet, ne reprenant conscience que par brefs éclairs, marmonnant des mots qui n'avaient aucun sens. Paul lui parla tout le long, un flot constant de réconfort et d'encouragement, lui disant de tenir bon, qu'il allait s'en sortir, que les secours arrivaient. Il amena Christopher au camion et conduisit jusqu'à l'hôpital le plus proche, un petit établissement à Newport qui n'était pas équipé pour traiter des blessures aussi graves. Ils le stabilisèrent, lui firent des radios et appelèrent un hélicoptère pour l'emmener au centre de traumatologie de Knoxville. Paul l'accompagna, lui tenant la main, regardant les montagnes s'éloigner sous eux, alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel. Le nez de Christopher était cassé à 3 endroits. Sa pommette gauche était fracassée, les os enfoncés vers son orbite, nécessitant une intervention chirurgicale et des plaques de métal pour la réparer. Il avait une grave commotion cérébrale, une hémorragie dans son cerveau que les médecins surveillèrent attentivement pendant 3 jours avant de décider qu'elle ne nécessiterait pas d'intervention. Il avait des coupures et des contusions sur tout le corps, mais celles-ci étaient superficielles, à peine dignes d'être mentionnées par rapport aux dégâts sur son visage. Les médecins demandèrent ce qui s'était passé. Paul leur dit la vérité. Il ne savait pas. Il avait trouvé son ami inconscient sur une crête de la Cherokee National Forest, avec des blessures qui laissaient penser qu'il avait été percuté par un camion. Peut-être était-il tombé. Peut-être qu'une branche d'arbre lui était tombée dessus. Peut-être avait-il rencontré un ours. Paul ne savait pas. Il n'était pas là. L'adjoint du shérif qui vint prendre leur déposition était plus sceptique. Il regarda les blessures de Christopher, l'endroit où il avait été trouvé, le manque total de preuves pour toutes les explications que Paul avait offertes. Une chute n'aurait pas produit ce type de dommage. Une branche d'arbre aurait laissé des éclats, de l'écorce, quelque chose. Un ours aurait laissé des marques de griffes, de morsures, des preuves d'une attaque en règle, plutôt qu'un seul coup dévastateur au visage. « Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne d'autre là-bas » demanda l'adjoint. « Quelqu'un qui aurait pu vouloir faire du mal à votre ami ?» Paul en était sûr. Il n'avait vu personne d'autre pendant les 3 jours qu'ils avaient passés dans la forêt. Et d'ailleurs, qui voudrait faire du mal à Christopher? C'était un technicien en climatisation de Maryville, un mari et un père, un homme sans ennemi ni secret. L'idée que quelqu'un les suivît dans la nature sauvage et les attaquait était absurde. L'adjoint prit des notes, posa d'autres questions et finit par partir sans aucune réponse.
L'affaire resta ouverte, techniquement. Mais personne ne la suivit jamais. Il n'y avait rien à suivre. Pas de témoins, pas de preuves, pas d'explication. Juste un homme au visage brisé et une histoire que personne ne croirait. Christopher ne raconta à personne ce qui s'était réellement passé. Pas au début. Il resta à l'hôpital pendant 10 jours, le visage enflé et bandé, l'esprit embrumé par les analgésiques et le traumatisme. Quand les médecins lui demandèrent de quoi il se souvenait, il leur dit qu'il ne se souvenait de rien. Quand Paul lui demanda, il dit la même chose. Il n'était pas prêt à en parler. Il n'était pas sûr de l'être un jour. La première fois qu'il dit la vérité, ce fut 6 mois plus tard, à la journaliste du magazine de plein air de Knoxville. Elle s'appelait Sarah Chen. Elle avait entendu parler de l'incident par un ami qui travaillait à l'hôpital, et elle s'était rendue à Maryville pour interroger Christopher à ce sujet. Il n'avait pas voulu lui parler, lui avait presque fermé la porte au nez, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un sérieux et une compassion qui le firent hésiter. Elle ne cherchait pas une histoire à sensation, dit-elle. Elle cherchait la vérité. Alors, il lui raconta tout. La voix dans les bois, la montée de la crête, l'odeur, la créature, l'attaque. Il lui parla de la façon dont elle avait utilisé la voix de Paul pour l'attirer, des yeux vides, des dents jaunes et de la main qui s'était abattue comme un marteau. Il lui parla de la terreur, de la paralysie, de l'obscurité qui l'avait englouti. Et quand il eut fini, il attendit qu'elle rie, qu'elle le traite de fou, ou qu'elle se lève et s'en aille. Elle ne fit rien de tout cela. Elle se contenta de hocher la tête, d'écrire quelque chose dans son carnet et de lui demander s'il voulait ajouter autre chose. « Juste une chose, » dit Christopher. « Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce qui m'est arrivé. Et je sais que personne ne me croira jamais. Mais cette chose est toujours là-bas, dans ces montagnes. Et un jour, elle fera ça à quelqu'un d'autre. Un jour, elle tuera quelqu'un. Et quand ça arrivera, je veux qu'il y ait une trace. Je veux que les gens sachent que j'ai essayé de les avertir. » Sarah écrivit l'article. Il parut dans le magazine 2 mois plus tard, enfoui dans les dernières pages, présenté sans commentaire ni éditorial. Elle ne dit pas si elle croyait Christopher ou non. Elle n'en avait pas besoin. Les faits parlaient d'eux-mêmes, pour quiconque était prêt à écouter. La plupart des gens n'étaient pas prêts à écouter. L'article reçut une poignée de lettres, la plupart dédaigneuses ou moqueuses. Christopher était un menteur, un ivrogne, un malade mental. Il était tombé, s'était cogné la tête et avait inventé un monstre pour expliquer sa propre maladresse. Il avait été attaqué par un ours et était trop embarrassé pour l'admettre. Il avait tout mis en scène pour attirer l'attention, pour de l'argent, pour des raisons que personne ne pouvait expliquer, mais dont tout le monde était sûr qu'elles existaient. Christopher ne répondit pas aux lettres. Il ne parla plus de l'incident, pas publiquement, pas même avec Paul. Il retourna au travail, à sa famille, à la vie qu'il menait avant ce matin dans la Cherokee National Forest. On lui retira les plaques de métal de son visage au bout d'1 an, ne laissant qu'une légère cicatrice le long de sa pommette, une fine ligne blanche visible seulement si l'on savait où regarder. Il essaya d'oublier. Mais il ne pouvait pas oublier, parce que la créature avait laissé quelque chose derrière elle, quelque chose de pire que les cicatrices sur son visage, ou les cauchemars qui le réveillaient en sursaut au milieu de la nuit. Elle avait laissé sa voix, la voix de Paul, l'appelant depuis l'obscurité, depuis les arbres, depuis un endroit juste hors de vue. La première fois que cela arriva, c'était 6 semaines après son retour de l'hôpital. Il était dans le jardin, jouant avec ses filles, quand il l'entendit. La voix de Paul, venant de la lisière des bois au bord de la propriété. « Chris, viens ici. » Il se figea, son cœur ratant un battement, sa vision se rétrécissant en un point. Les filles lui demandaient ce qui n'allait pas, tiraient sur ses manches. Mais il ne pouvait pas leur répondre, ne pouvait pas bouger, ne pouvait rien faire d'autre que de fixer les arbres et d'attendre que la voix revienne.
elle ne revint pas. Après un long moment, le charme se rompit, et il prit ses filles dans ses bras et les rentra à l'intérieur, ses mains tremblant si fort qu'il faillit les laisser tomber. Dana lui demanda ce qui s'était passé, et il lui dit qu'il avait vu un serpent, peut-être une vipère cuivrée, près de la clôture. Elle le crut. Pourquoi ne l'aurait-elle pas cru? Il ne lui avait pas encore dit la vérité. Cela viendrait plus tard. La voix revint. Pas souvent, pas de manière prévisible, mais avec une régularité qui était presque pire que si elle avait été constante. Une fois par mois, parfois plus, parfois moins. Toujours la voix de Paul, toujours l'appelant par son nom, toujours depuis un endroit dans les arbres, juste hors de vue. Parfois, cela se produisait quand il était seul, et parfois quand d'autres personnes étaient là et là. Mais personne d'autre ne l'entendait jamais. C'était pour lui, et pour lui seul. Il raconta tout à Dana 3 ans plus tard. Une nuit où elle le trouva debout, devant la fenêtre de la cuisine, à 2 heures du matin, fixant la lisière des bois, des larmes coulant sur son visage. Elle écouta sans l'interrompre, sans le juger, sans lui dire qu'il était fou. Quand il eut fini, elle le serra dans ses bras, et il pleura sur son épaule comme un enfant, libérant quelque chose qui s'était accumulé en lui pendant des années. « Je te crois, » dit-elle. Et c'était suffisant. C'était tout. 11 années ont passé depuis ce matin, dans la Cherokee National Forest. Christopher a 50 ans maintenant. Ses cheveux grisonnent. Son visage est marqué par les rides du temps et de l'inquiétude. Ses filles sont des adolescentes, 18 et 15 ans, intelligentes, belles et ressemblant tellement à leur mère que son cœur se serre. Dana est toujours avec lui, le serrant toujours dans ses bras quand les cauchemars viennent, l'écoutant toujours quand il a besoin d'en parler. Il ne la mérite pas. Il le sait, mais il lui est reconnaissant chaque jour. Il n'est pas retourné dans les montagnes. Pas une seule fois, en 11 ans. Il dit aux gens que c'est parce qu'il est trop occupé, que le travail et la famille ne laissent plus de temps pour les parties de chasse. Mais la vérité est plus simple et plus sombre. Il a peur. Peur des arbres. Peur du silence. Peur de la voix qu'il sait être toujours là, à l'attendre. Paul a déménagé il y a 8 ans, a pris un travail dans le Colorado et n'est jamais revenu. Ils se parlent encore parfois, des appels pour les anniversaires et les fêtes, mais ce n'est plus pareil. Quelque chose s'est brisé entre eux ce jour-là, sur la crête. Quelque chose qu'aucun d'eux ne sait comment réparer. Paul ne croit pas à l'histoire de Christopher. Il ne l'a jamais dit directement, mais Christopher peut l'entendre dans sa voix. La légère hésitation, la neutralité prudente. Paul pense que son ami a eu une dépression nerveuse, une hallucination, un épisode psychotique provoqué par le stress et l'isolement. Il pense que les blessures étaient auto-infligées, ou le résultat d'une chute, ou causées par quelque chose de banal que l'esprit traumatisé de Christopher a transformé en monstre. Christopher ne lui en veut pas. Si leur position était inversée, il penserait peut-être la même chose. Il est plus facile de croire aux explications qui correspondent au monde tel que nous le connaissons, même lorsque ces explications ne tiennent pas tout à fait la route. Il est plus difficile, tellement plus difficile, d'accepter qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas, des choses qui se cachent dans l'ombre et attendent que nous tombions sur leur territoire. Mais Christopher sait ce qu'il a vu, il sait ce qu'il a entendu, et il sait, avec une certitude qui n'a fait que se renforcer au fil des ans, que la chose qui l'a attaquée est toujours là-bas. Elle ne l'a pas poursuivi ce jour-là sur la crête. Elle n'a pas fini ce qu'elle avait commencé. Elle l'a laissé partir, pour des raisons qu'il ne comprendra jamais. Peut-être n'avait-elle pas faim.
Peut-être n'était-elle pas intéressée à le tuer, seulement à le blesser, à lui donner une leçon. Peut-être voulait-elle qu'il survive, qu'il raconte son histoire, qu'il propage la peur. Ou peut-être qu'elle n'en avait tout simplement pas encore fini avec lui. Parfois, tard dans la nuit, Christopher se tient à la fenêtre de la cuisine et regarde la lisière des bois derrière sa maison. Ce n'est pas la même forêt, pas la Cherokee National Forest où l'attaque a eu lieu, juste une petite parcelle de bois qui sépare sa propriété de celle des voisins. Il n'y a rien dans ces arbres qui pourrait lui faire du mal. Pas de prédateurs, pas de monstres, pas de créatures qui ne devraient pas exister. Juste des chênes, des érables et un cerf occasionnel qui passe en allant ailleurs. Mais parfois, quand la lune est noire et que le vent est calme, il l'entend, la voix de Paul, venant de quelque part dans les arbres, l'appelant par son nom, lui demandant de s'approcher. Et chaque fois, sans exception, une petite partie de lui veut y aller. La créature n'a jamais été revue. Aucune autre attaque n'a été signalée dans la Cherokee National Forest cette année-là, ni l'année suivante, ni dans aucune des années qui ont suivi. Il n'y a pas de photographie, pas d'empreinte de pas, pas d'échantillon de poils, aucune preuve physique d'aucune sorte. Il n'y a que l'histoire de Christopher, écrite dans un magazine qui n'est plus publié depuis 5 ans, dont se souviennent une poignée de personnes qui ont, pour la plupart, oublié les détails. Mais l'histoire persiste. Elle circule dans les petites communautés de chasseurs de cryptides et de chercheurs de Bigfoot, passant de site web en site web, de forum en forum, gagnant et perdant des détails à chaque nouvelle narration. Certaines versions disent que Christopher a été attaqué par plusieurs créatures, d'autres que Paul était de mèche, qu'il a attiré son ami dans un piège pour des raisons inconnues, d'autres encore que Christopher a tout inventé, qu'il est un escroc, un chercheur d'attention ou un fou qu'il faut ignorer. Christopher ne lit pas ces versions. Il ne participe pas au forum, n'assiste pas aux conférences et ne répond pas aux emails occasionnels de quelqu'un qui prétend avoir vécu une expérience similaire. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a donné son avertissement. Ce que les gens font de cet avertissement, c'est leur affaire. Mais tard dans la nuit, quand la maison est silencieuse et que sa famille dort, il pense parfois aux autres, aux gens qui sont allés dans ces montagnes et ne sont jamais revenus. Les randonneurs qui ont disparu sans laisser de traces. Les chasseurs qui ont été retrouvés des jours ou des semaines plus tard, avec des blessures que personne ne pouvait expliquer. Les campeurs qui ont signalé des bruits étranges, des odeurs encore plus étranges, et la sensation écrasante d'être observés. Sont-ils liés à ce qui lui est arrivé? Y a-t-il une créature là-bas, ou plusieurs? Depuis combien de temps chasse-t-elle dans ces montagnes? Et combien de personnes a-t-elle prises? Il ne le saura jamais. La Cherokee National Forest couvre plus de 260 000 hectares, une étendue de nature sauvage largement inaccessible aux humains, pleine de vallons, de crêtes et de profondes vallées où une personne pourrait disparaître à jamais. S'il y a des choses qui vivent dans cette nature sauvage, des choses qui chassent les humains, des choses qui peuvent imiter les voix et se déplacer dans la forêt sans laisser de traces, elles pourraient rester cachées pendant des siècles. Elles pourraient rester cachées pour toujours. Christopher espère que c'est le cas. Il espère que ce qui l'a attaqué restera dans ces montagnes, loin des villes, des fermes et des gens qui vivent leur vie sans savoir ce qui se trouve là-bas. Il espère que personne d'autre n'aura jamais à vivre ce qu'il a vécu, la terreur, la douleur et l'interminable après-coup d'écouter une voix qui ne devrait pas exister. Mais l'espoir n'est pas la même chose que la croyance. Et Christopher, qui a vu ce qu'il a vu, ne peut se résoudre à croire qu'il sera le dernier. Il y a une dernière chose que Christopher n'a jamais dite à personne, pas même à Dana. Un dernier détail de ce matin sur la crête qu'il a gardé enfermé en lui pendant 11 ans, le retournant dans son esprit comme une pierre dans sa poche, essayant de comprendre ce que cela signifie. Au moment où la créature l'a frappé, dans cet instant infini et figé où le temps semblait s'arrêter,
et où chaque détail était gravé dans sa mémoire avec une clarté parfaite, elle l'a regardé. Vraiment regardé, non pas avec les yeux vides d'un prédateur évaluant sa proie, mais avec autre chose. Quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. Quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction. Quelque chose qui aurait pu être, incroyablement, de la joie. Elle le connaissait, pas en tant qu'individu, pas en tant que Christopher Wolftrack de Maryville, Tennessee, mais comme quelque chose de plus fondamental. Elle le connaissait en tant que proie. Elle le connaissait en tant que nourriture. Elle le connaissait comme l'une de ces créatures douces, lentes et fragiles, qui erraient sur son territoire depuis des milliers d'années, lui fournissant subsistance et divertissement. Et quand elle a levé la main pour le frapper, il y avait un plaisir dans ses yeux que Christopher a reconnu, parce qu'il l'avait ressenti lui-même, dans ces moments où il avait un dindon dans sa ligne de mire, et que son doigt se resserrait sur la détente. Le plaisir de la chasse, la joie de la mise à mort. La créature l'avait chassé, non pas au hasard, non pas par opportunisme, mais délibérément, patiemment, utilisant la voix de Paul comme un leurre pour l'attirer toujours plus profondément dans la nature sauvage jusqu'à ce qu'il soit exactement là où elle le voulait. Elle l'avait observé pendant des jours, peut-être, apprenant ses habitudes, apprenant sa voix, apprenant le nom de son ami. Elle avait attendu qu'il soit seul, qu'il soit loin de toute aide, qu'il n'y ait aucune chance de s'échapper. Et puis, elle avait frappé. Mais elle ne l'avait pas tué. Elle aurait pu, facilement. Un coup de plus, un balayage de ses terribles griffes, et Christopher aurait été mort avant de toucher le sol. Au lieu de cela, elle s'était arrêtée. Elle l'avait regardé tomber. Et puis elle s'était retournée et s'était éloignée, disparaissant dans la forêt sans un bruit, le laissant en vie pour des raisons qu'il ne comprendra jamais. Était-ce de la pitié ? Christopher ne le pense pas. Il n'y avait rien de miséricordieux dans ses yeux. Rien qui suggérait que la créature était capable de compassion ou de retenue. Était-ce de l'arrogance ? Le mépris d'un prédateur supérieur pour une proie qui ne valait pas l'effort d'être achevée ? Peut-être. Mais cela ne semble pas juste non plus. La créature s'était donné trop de mal pour l'attirer sur cette crête, avait investi trop de temps et d'énergie dans la chasse pour simplement abandonner sa proie sur un coup de tête. Non. Christopher en est venu à croire que la créature l'a laissé vivre exprès, qu'elle voulait qu'il survive, qu'il retourne dans son monde, qu'il raconte son histoire. Elle voulait qu'il propage la peur, qu'il avertisse les autres de ce qui les attendait dans les montagnes. Elle voulait que les gens sachent qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait des choses dans la nature sauvage qui les chassaient, qui connaissaient leur nom, qui pouvaient ressembler à leurs amis et les mener à la mort. Elle voulait être crainte. Et Christopher, contre son gré, lui a donné exactement ce qu'elle voulait. Il ne sait pas si la créature est intelligente. Il ne sait pas si elle a des pensées, des plans et des motivations comme les humains. Mais il sait qu'elle est patiente, rusée et totalement sans pitié. Il sait qu'elle chasse dans ces montagnes depuis très longtemps et qu'elle continuera à chasser bien après sa mort. Il sait qu'il ne peut rien faire pour l'arrêter, que personne ne peut rien faire et que la seule défense est de rester à l'écart, de ne jamais aller seul dans ces bois, de ne jamais suivre une voie qui ne devrait pas être là. Et il sait une dernière chose, la chose qui le tient éveillé la nuit, la chose qui le fait se tenir à la fenêtre et fixer les arbres. Il sait qu'un jour, la créature reviendra pour lui. Pas dans les montagnes, pas dans la nature sauvage, mais ici, chez lui, à l'endroit où il se croyait en sécurité. Elle connaît son nom, elle connaît sa voix, et elle est patiente, tellement patiente. Christopher attend et écoute, et essaie de ne pas entendre la voix de Paul qui l'appelle depuis les ténèbres.
ce n'est pas une histoire avec une fin nette. Il n'y a pas de résolution, pas de justice, pas de moment de triomphe où le monstre est vaincu et le héros s'en va victorieux. Il n'y a que ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer, et la certitude que quelque part, dans les montagnes de l'est du Tennessee, quelque chose attend. Christopher Wolftrack a 50 ans. Il a une femme, 2 filles, un travail qui paie les factures et une maison avec un jardin qui donne sur une petite parcelle de bois. Il a une cicatrice sur la pommette et des plaques de métal qui font sonner les détecteurs d'aéroport, et une ordonnance de somnifères qu'il renouvelle chaque mois mais qu'il utilise rarement. Il a une histoire qu'il a racontée exactement 3 fois à un adjoint, à une journaliste et à sa femme, et qu'il ne racontera plus jamais parce qu'il est fatigué de ne pas être cru. Et il a une voix dans sa tête. La voix de Paul, qui l'appelle par son nom, lui demandant de s'approcher, de suivre, d'entrer dans les arbres et de voir ce qui l'y attend. Elle lui vient dans les moments calmes, dans les interstices entre le sommeil et l'éveil, dans les longues heures sombres où le monde est immobile et ses défenses sont basses. Elle ressemble exactement à Paul, au Paul qui a été son meilleur ami pendant 23 ans, au Paul qu'il a descendu d'une montagne sur son dos, qu'il a accompagné dans un hélicoptère et lui a tenu la main pendant que les médecins recousaient son visage. Mais ce n'est pas Paul. Christopher le sait maintenant. Il l'a toujours su, depuis le moment où il l'a entendu sur cette crête. Depuis le moment où il s'est retourné et a vu ce qui produisait le son. C'est autre chose, quelque chose d'ancien, de terrible et de patient. Quelque chose qui attend dans les montagnes depuis avant que les humains n'aient de nom, depuis avant qu'il n'y ait de mots pour décrire la peur d'être chassé. Elle attend toujours, et un jour, Christopher le sait, elle l'appellera par son nom une dernière fois, et il ne pourra pas s'empêcher de la suivre. En attendant, il vit sa vie. Il va au travail, rentre à la maison, serre ses filles dans ses bras, embrasse sa femme, et essaie de ne pas penser à la chose qui a failli le tuer il y a 11 ans. Il ne chasse plus, ne va plus dans les bois, ne voyage plus dans des endroits reculés où les téléphones portables ne fonctionnent pas et où les arbres se referment sur vous comme les murs d'une cage. Il reste dans la lumière, dans le bruit, dans la foule de gens qui n'ont jamais vu ce qu'il a vu et ne le croiront jamais s'il essaie d'expliquer. Et parfois, tard dans la nuit, il se tient à la fenêtre de la cuisine, regarde la lisière des bois, et il écoute. La voix est toujours là, qu'il attend. La voix de Paul, l'appelant par son nom, lui demandant de rentrer à la maison,